Alors, j'appelle pour les communications orales Dr Togo qui va présenter un cas clinique d'un carcinome papillaire de la thyroïde réfractaire. Merci, cher maître, honorable assistance. J'ai l'honneur de vous présenter les challenges liés à la prise en charge des carcinomes papillaires de la thyroïde réfractaire à propos d'un cas. Pour mener à bien ce travail, nous avons adopté le plan suivant. Après une introduction, nous allons présenter notre cas clinique, discuter avec les données de la littérature. Merci. Discuter avec les données de la littérature et finir par une conclusion. En introduction, vous savez, comme tous, les cancers différenciés de la thyroïde réfractaire sont des cancers papillaires ou vésiculaires et résistants à l'action de l'iode radioactif. Donc, sur le plan biologique, il s'agit d'une maladie résiduelle qui est caractérisée par un taux élevé de la thyroglobuline associé à la présence d'un substrat morphologique, que ce soit local ou à distance, avec une cartographie blanche isotopique. Donc, la prise en charge requiert toujours est toujours pluridisciplinaire. Le cas que nous allons présenter dans notre service est celui d'une patiente réfractaire à l'iode radioactive et à la radiothérapie. Donc, il s'agit de Madame Fatima, âgée de 64 ans, hypertendue sous monothérapie amlodipine, dyslipidémique sous rosuvastatine, suivie depuis 2017 dans notre formation pour carcinome papillaire de la thyroïde. Elle a été opérée avec un cuirasse ganglionnaire classé PT1B1 MX. Les suites ont été simples. Irradiée à 4 reprises avec une dose cumulée de 450 millicuries. Donc, l'évolution a été marquée par un taux de thyroglobuline qui était élevé, avec à la morphologie, la TDM et l'IRM cervical montrent un magma d'adénome rétropharyngé et le balayage a montré une cartographie blanche au dernier balayage post-IRA. Donc, ce qui nous a conduit, voilà les images morphologiques de l'IRM qui passent par au niveau du cavum. Ce qui nous a conduit à indiquer une imagerie fonctionnelle avec le PET scan qui confirme la présence des mêmes des lésions suscitées. Nous avons donc donné confirmant ainsi un cancer thyroïde réfractaire. Donc, une radiographie externe a été indiquée. Donc, avec 6 séances, l'évolution est marquée toujours par une maladie résiduelle avec un taux de thyroglobuline qui est élevé et un taux de thyroglobuline qui est resté toujours élevé avec à la morphologie une maladie résiduelle sur le plan morphologique. Donc, ce qui nous a... Devant cette situation, que faut-il faire? Les données de la littérature nous montrent, comme vous le savez tous, les tumeurs malignes de la thyroïde représentent moins de 1% des cancers solides et le carcinome papillaire est le plus représenté, largement le plus représenté. Aux États-Unis en 2023, plus de 43 000 cas de carcinome papillaire de la thyroïde ont été dénombrés. Leur suivi est en général bonne, qui dépasse 98,5% selon la même cohorte. Donc, comme vous le savez, seuls 5 à 15% des carcinomes de la thyroïde de souche vésiculaire sont métastatiques et dont les 2% qui sont iodo-réfractaires.
Les images que vous voyez montrent l'impact de type histologique vis-à-vis du caractère réfractaire de l'iode sur les deux courbes en haut. Ça montre le caractère de prédisposition le caractère réfractaire. Et les deux courbes en bas nous montrent la prédisposition du caractère iodo-réfractaire de type folliculaire. Ce qui montre clairement que le type oncocytaire est beaucoup plus susceptible à devenir réfractaire sur la courbe, sur une évolution de 10 ans, plus de 50% des cas, et dans les choses folliculaires, 25% des cas en 5 ans et plus de à peu près 50% des cas en 10 ans. En effet, le concept de cancer réfractaire à l'iode n'est pas toujours unanime. Il peut s'agir de plusieurs choses traduisant une maladie évolutive ou d'une expression hétérogène. Selon l'ATA, le caractère réfractaire est stratifié en 6 stades. Donc, pour notre patiente, c'est le cas de notre patiente se place au niveau de la catégorie 3 avec des lésions qui étaient au début sensibles à l'iode et qui sont redevenues réfractaires après des séances d'irathérapie. Donc, qu'en est-il de la prise en charge? Le traitement freinateur est systématique. Dès que le diagnostic est posé, la reprise chirurgicale est toujours demandée autant que possible. L'irathérapie, pour quel intérêt? Déjà que les lésions sont réfractaires à l'iode, la radiothérapie externe donne souvent de meilleurs résultats. Et la surveillance active est souvent proposée. Également, les thérapies ciblées sont également proposées. Donc, les autres méthodes dont la thermoablation et la radiofréquence. Et toutes ces décisions sont prises en réunion de concertation pluridisciplinaire. Docteur Togo, s'il vous plaît, si vous pouvez passer à la conclusion parce que vous avez dépassé le temps. Je m'excuse. D'accord. Donc, voilà la décisionnologie pour la prise en charge, la reprise chirurgicale, les traitements ciblés à quand est-ce qu'il faut indiquer. Donc, si la surveillance active est indiquée tant que la maladie est stable, si la maladie, il y a des métastases et où elle est rapidement progressive, il faut indiquer les thérapies ciblées. Ou les molécules, il y a 2 molécules qui ont eu l'AMM dans la prise en charge des thérapies ciblées qui ont été testées. Il y a l'étude SELEX et l'étude COMPOST que vous voyez les résultats qui ont donné une amélioration. Pour la prise en charge, il faut la molécule. S'il vous plaît, docteur Togo, on a dépassé largement le temps et on est obligé de conclure. D'accord. En conclusion, on allait vous dire que les cancers réfractaires de la thyroïde, la prise en charge des cancers réfractaires de la thyroïde requiert toujours d'une concertation pluridisciplinaire. Le traitement freinateur par le lévothyrox est systématique. La chirurgie est indiquée dès que possible avec une image morphologique présente dès que possible. Il y a la radiothérapie externe qui sont demandées, qui donnent de meilleurs résultats. Et en dehors de tout ça, si la chirurgie n'est pas possible, il faut passer aux thérapies ciblées avec les inhibiteurs de tyrosine kinase. Je vous remercie. Merci. On va
va laisser les questions à la fin et j'appelle Dr Cher qui va nous parler encore une fois d'un cas clinique de DSD mosaïque 45X, 46XY. Prière de respecter le temps, s'il vous plaît. Chers maîtres, chers collègues, j'ai l'honneur de vous présenter un sous-type rare du syndrome de Turner qui est le mosaïsme 45X, 46XY. Afin de rendre notre présentation plus claire, on va commencer par une introduction, puis exposer notre cas clinique, le discuter avant de conclure. Le DSD désigne un ensemble de conditions congénitales où le développement des chromosomes des gonades ou des organes génitaux est atypique. Le syndrome de Turner est une maladie génétique qui affecte le sexe féminin. Cette anomalie chromosomique survient accidentellement. Elle se caractérise par une absence totale ou partielle d'un chromosome X. Sa prévalence est estimée à environ 1 sur 2500 naissances. Le syndrome de Turner a plusieurs variantes. La monosomie X, qui est la forme la plus fréquente et la plus classique, ou les caractéristiques typiques du syndrome de Turner. Certains ont des monosomies X, donc qui se caractérisent, sont des anomalies partielles du chromosome X à type de réarrangement et de délétion, qui peuvent donner un syndrome de Turner qui est moins typique. D'autres ont un mosaïsme 45X, 46XX ou 45X, 46XY, qui est une entité très rare et constitue le sujet de notre présentation. Notre cas clinique est une fillette de 19 ans qui consiste pour une aménorrhée primaire plus une petite taille. À l'examen clinique, on a un retard statural entre -2 et -3 dérivés standards et les pubères classés S4P4 selon la classification de Tanner, sans ambiguïté sexuelle ni de syndrome malformatif. Le bilan hormonal objectif, un hypogonadisme hypergonadotrope. L'IRM pelvienne montre un utérus qui est hypoplasique, mesurant 55 x 37 mm de contour régulier avec ligne de vacuité fine et en place. Ovaire novi sans masse pelvienne. Le karyotype montre une monosomie X sur 8 mitoses avec mise en évidence sur 16 mitoses du chromosome Y avec présence de gènes SRY à l'étude d'hybridation in situ. Le bilan de retentissement de l'hypogonadisme a été demandé, objectif une ostéopénie. L'échographie transthoracique était sans particularité. Le bilan de malformations, notamment à la recherche des malformations cardiaques, rénales et squelettiques, était négatif. Un bilan d'auto-immunité était négatif à la recherche d'un diabète, d'une maladie cœliaque et de la thyroïdite. Sur le plan thérapeutique, la patiente a bénéficié d'une biopsie des gonades par voie cœlioscopique retrouvant un tissu fibro-adipeux. Une gonadectomie prophylactique a été indiquée. Un traitement par l'ostroprogestatif d'emblée a été mis, donc vu que la patiente était imprégnée en oestrogène, avec une bonne évolution. Le traitement par l'hormone de croissance n'était pas indiqué parce qu'elle avait un âge osseux qui est adulte. Notre cas constitue une entité rare, puisque le syndrome de Turner classique se manifeste en plus de la petite taille et de l'aménorrhée, un syndrome malformatif typique. Donc, fait d'un coup qui est court, un pterygium coli qui sont des replis cutanés, qui s'étendent du mastoïde à l'acromion, donnant un aspect élargi du cou, un épicanthosis, des implantations basses des oreilles et des cheveux, un hypertellorisme, un ptosis, un microrétrognatisme, un thorax qui est large avec des mamelons qui sont hypoplasiques, très écartés, un cubitus valgus, un nevi pigmentaire. Ce qui n'est pas présent dans notre
chez notre patiente. Toutes les variantes du syndrome de Turner peuvent être associées à des malformations, telles que des malformations, des anomalies cardiaques, rénales et squelettiques, ce qui complique le tableau clinique. La présence aussi des maladies auto-immunes, telles que le diabète, la thyroïdite, la maladie cœliaque ont été décrites. Le DSD mosaïque variante très rare, où certaines cellules ont un chromosome X et d'autres ont une paire de chromosomes XY. Sa prévalence est inconnue. Le gène SRY situé sur le chromosome Y joue un rôle crucial dans la détermination du sexe masculin. Cette variante mosaïque, qui est beaucoup plus rare, pose un double problématique. Premièrement, la variabilité phénotypique, allant de l'ambiguïté sexuelle à des caractéristiques typiquement féminines ou masculines, avec possibilité d'absence ou une hypoplasie des gonades, rarement un syndrome de Turner typique. Le signe le plus fréquent est le développement asymétrique des testicules, avec souvent d'un côté une dysgénésie testiculaire et de l'autre côté une bandelette fibreuse. L'asymétrie peut toucher aussi les organes génitaux externes et internes. Tous les cas sont sporadiques. Des corrélations génotype-phénotype ont été décrites. Premièrement, l'expression partielle du gène SY entraînant une dysgénésie testiculaire partielle, donc une diminution de la synthèse de la testostérone à l'origine d'un défaut de masculinisation. La présence du locus du gonadoblastome, chez qui a un risque accru de tumeur maligne. Un déficit du gène CHOX entraînant une petite taille. La formation de l'utérus est due à un taux insuffisant d'hormones antimillières, ce qui est le cas de notre patiente. Et l'évolution, ces anomalies chromosomiques posent un risque majeur de gonadoblastome et justifient une résection préventive des gonades. Le diagnostic de certitude repose sur l'étude cytogénétique, une analyse par hybridation in situ à la recherche du gène SRY est indiquée en cas de signe de virilisation ou d'une anomalie eucaryotype. La prise en charge est multidisciplinaire. Dans un centre spécialisé, doit être privilégié en cas d'ambiguïté manifeste des organes génitaux permettant des décisions éclairées quant à l'attribution du sexe et la planification des procédures. La chirurgie de reconstruction génitale doit être réalisée s'il est nécessaire. Donc une gonadectomie bilatérale prophylactique si le sexe est assigné féminin, vu le risque de dégénérescence. Le traitement par l'hormone de croissance s'il est indiqué. Le traitement hormonal substitutif à l'axe gonadotrope pour éviter les complications. Pour conclure, le DSD mosaïque est un trouble du développement sexuel rare, associé à une anomalie de nombre des chromosomes sexuels. Le pronostic pour cette entité est lié au risque de dégénérescence des gonades mal différenciées, d'où l'intérêt d'une gonadectomie prophylactique et éventuelle cérioscopie exploratrice. Merci pour votre attention.